Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Yann Geisler, PDG de Patvocats, un groupe de réflexion, entreprise sociale de consultation pour la défense des droits patients, les politiques santé et l'engagement patient dans la recherche. Son diagnostic à l'âge de 28 ans avec la LMC, une forme rare du cancer, a défini son travail pour une vie. Il est champion de la défense des droits de patients et il a cofondé des organisations incluant Leucanet, la Coalition européenne des patients atteints de cancer, le réseau des défenseurs des droits de la santé pour la LMC, le réseau des défenseurs de la leucémie aiguë et le groupe de travail des réseaux européens de défense des patients atteints de cancer qui s'appelle WECAN. Il a été directeur de l'Académie européenne des patients, EUPATI, et gère la plateforme allemande d'EUPATI. Pendant qu'on commence la conférence pour les essais cliniques centrés sur les patients, on pouvait penser de personne mieux que Yann pour nous livrer une discussion inspirante pour l'avenir de la défense des droits de patients en recherche sur le cancer. Bienvenue Yann. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler mon sujet préféré, qui est l'évolution de la défense des droits des patients et l'engagement des patients dans la recherche du cancer. Alors, comme ça a été dit dans l'introduction, je suis un patient avec le cancer depuis 21 ans. J'ai eu le privilège de survivre et j'ai eu le privilège d'avoir été là pour la recherche très tôt. J'ai été dans une phase 1 après mon diagnostic. Ce que j'ai appris sur l'Internet et en fait, je voyageais 800 km par semaine pour aller au centre de l'essai. Alors, la recherche a toujours été proche de mon cœur, ce qui m'a aussi rendu un défenseur des droits de patients, puis quelqu'un qui a essayé de faire l'extra pour aider les autres patients à avoir accès au traitement et aux soins. Alors, juste parler un petit peu de la défense des droits de patients, le advocacy, sur les 30 dernières années. Parce que des fois, aujourd'hui, on a l'impression que les gens voient que l'engagement patient, être centré sur les patients, c'est quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain et qui va transformer comment on voit la recherche. Mais il y a 30 ans d'histoire et de développement du advocacy. Si on revient en 1992, autour de ces temps-là, avec le mouvement de VIH, ça a vraiment fait une grande différence parce que la communauté n'était pas satisfaite sur la façon dont les choses évoluaient, comme on était traité. Et il y avait différents camps dans les soins de la santé qui travaillaient en isolation. Et eux ont pavé le chemin sur c'est quoi la défense des droits de patients aujourd'hui parce qu'ils ont commencé à travailler avec le FDA, avec l'industrie. Ils ont commencé à travailler avec tous les différents joueurs pour en fait pousser l'engagement patient. On peut voir toute la ligne de temps ici sur les 30 dernières années. Il y a ici différents jalons, le FDA qui s'engage avec les patients, le EMA en 2005 qui ont commencé à s'engager avec les patients, la communauté, puis la collaboration à chaque année. Puis là, l'eupathie en 2012, ça c'est un gros jalon ici en Europe parce qu'on est venu ensemble, industrie, académie, patients, pour vraiment pousser le savoir, la capacité patient. Et parce que les gens comme moi, je ne savais rien à propos de la recherche parce que mon background, c'était les entreprises, je travaillais en télécommunications, en médias. Alors, j'ai dû avoir de l'engagement, mais je savais pas comment la recherche fonctionnait. Et je l'ai appris à la dure. Et Eupathie, en fait, a bâti la base pour que les patients comme moi peuvent comprendre comment la recherche et développement arrivent. Ensuite, le développement basé sur les patients, euh, l'initiative transcontinentale où j'étais là dès le début aussi, qui a vraiment essayé à développer des outils de la méthodologie pour l'engagement patient et amener tous les différents joueurs ensemble. Puis je veux pas mentionner tous les différents morceaux ici, mais vous pouvez voir la courbe rouge à peu près autour de 2016-2017 quand les premiers traités Eupathie se sont passés et là ils ont commencé à apparaître partout. On pouvait voir une accélération de tout le sujet d'engagement patient soutenu par différents EMA, FDA, Industrie, Eupathie, PTFD.
on continue à développer des processus sur comment engager de façon structurée avec la communauté patient. Puis c'est là où on est. Ça, c'est la ligne noire. Ça, c'est où on est. On n'est pas du tout à la fin. Puis je vais parler un peu plus de qu'est-ce qui se passe à la ligne de l'engagement patient. Mais avant de faire ça, je veux prendre un peu de recul à propos de la communauté. Puis, désolé, je parle un peu d'une perspective européenne parce que c'est là où je suis, puis c'est là les racines de ma défense des droits. En 2001, quand j'ai commencé en tant que défenseur, c'était complètement différent. Il n'y avait pas de groupe parapluie comme il existe aujourd'hui. Il y avait encore de caution, tu sais, la communauté des maladies rares, la communauté d'oncologie, avec plus de 5000 maladies rares et des cancers qui avaient autant d'attention. L'oncologie était toujours en premier pour l'industrie de l'industrie. Et ensuite, les cancers étaient un peu les cancers rares étaient dans le milieu parce qu'il y avait beaucoup des mêmes problèmes que dans les maladies rares, mais ils ont aussi eu la difficulté à avoir autant. Fait que l'hématologie pancréatique, ça c'est dans le milieu, puis ça c'est un graphique. Moi, c'est comme ça que je vois la composition de la communauté. On voit un gros parapluie comme Eurordis, Nord aux États-Unis, la coalition patiente européenne, puis ça c'est tous des parapluies pour les groupes d'oncologie, puis le EPF qui est le parapluie des parapluies, travaille à un niveau européen pour amener ensemble les patients et les défenseurs des droits de patients pour toutes les maladies chroniques, par exemple, faire une différence à Bruxelles. Et ça fonctionne tous ensemble. Mais si on regarde dans les détails, puis ça, c'était pas là en 2001, on peut voir tous les groupes parapluies en Europe. On a pour les cancers rares, on en a pour les cancers hématologiques, on en a pour les cancers plus communs, pancréatiques. Et tous ces parapluies ont des douzaines d'organisations, des centaines d'organisations. Ça vous donne un sentiment de la grosseur de la communauté aujourd'hui, le pouvoir qu'ils ont, mais aussi la segmentation. Puis naturellement, la communauté a toujours besoin d'essayer d'amener tout ça ensemble et travailler avec une voix commune et développer des outils à travers les maladies en utilisant les politiques ou la façon dont la recherche est faite. C'est pas spécifique au cancer colorectal ou LMC ou cancer du sein ou peu importe. C'est tout le même processus, mais à la fin, la recherche est faite pour chaque maladie. Mais c'est comme ça que c'est ça la composition des communautés européennes. Et on ne peut pas le faire tout seul parce que avec des organisations, on a peut-être 3 différents niveaux d'opération. Ce qu'on appelle nos choses centrales, le soutien patient, la navigation des patients à travers les soins de santé. Mais là, ensuite, les politiques de la santé et de la recherche, puis ça, c'est toutes les différentes interfaces dans les communautés. Ça a développé dans les années pour l'interface pour les sociétés médicales. Alors, la société l'ESMO, EHA d'hématologie, mais aussi le EMA, la Commission européenne, ou le HTA, ou comme ESPAR. Alors ça a été une grosse connexion parce que la communauté patient a essayé de travailler avec tous les joueurs et être des fois comme un médiateur. Et des fois, on est des patients très impatients et on demande et on requiert et on dit aux gens quoi faire. Puis des fois, on amène différents cas ensemble. Puis ça fait partie de mon cheminement en tant que défenseur pour aider la communauté, pour essayer de pousser ces collaborations-là, pour essayer vraiment de faire une différence dans la politique santé, dans la recherche. Alors maintenant, si on parle plus de la recherche, comment ça fonctionne, puis ça, c'est un peu une carte qu'on a publiée il y a quelques années. Les gens demandaient dans les développements cliniques, dans les affaires de réglementation, et c'est quoi les choses centrées sur les patients, mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce que les patients peuvent contribuer au processus? Puis c'est pour ça qu'on a construit cette carte-là qui a été utilisée dans les formations partout en Europe. On voit les priorités de recherche quand on fait un design d'études. Puis là, la planification qui est la phase en rouge dans le milieu où on définit le protocole. Puis on pense à l'information patient pour les participants, les revues. Puis ensuite, quand on commence l'essai, on rentre dans
les comités, l'investigateur, les comités de sécurité, les choses comme ça. Puis quand c'est une phase 3, après ça, on rentre dans l'autorisation des marchés. Et tous ces genres de discussions autour de EHA, EMA. Puis on voit tous les petits détails. Puis je veux pas parler de chaque point ici, mais chaque de ces points-là est où la communauté peut arriver. Comme par exemple, les critères d'inclusion d'exclusion pour s'assurer qu'il y a autant de données de vie réelle dans la recherche et que ça n'exclut pas, par exemple, des populations vulnérables ou que l'essai a été fait dans un endroit où il y a probablement un plus gros soin non comblé parce qu'on compétitionne pour le même pool de patients. Alors, chaque de ces points-là décrit en pratique comment on peut contribuer à la recherche aujourd'hui. Alors ça, c'est pas la théorie, ça, c'est la pratique. Puis ça a été la pratique pour la communauté de VIH pendant 25 ans. Alors n'importe qui dit « Ah, mais c'est nouveau, puis j'ai aucune idée quoi demander aux patients ou les organisations patients ou les défenseurs des droits de patients, puis où les mettre, puis c'est quoi leur contribution. Voici la recette, utilisez-la parce que c'est de l'information très pratique sur comment les patients peuvent être utiles à travers tout le cycle de développement. Alors, c'est quoi le problème ici? Le problème, c'est ça. C'est qu'ils sont souvent amenés très tard. Souvent, on nous appelle, alors à travers tout le cycle de vie autour de la phase 3, quand la compagnie s'inquiète de devoir envoyer ça à la réglementation, puis là, naturellement, la phase 3 ne recrute pas. Puis là, ils commencent à appeler les patients. Est-ce que vous pouvez nous aider? Mais c'est trop tard parce que l'impact pour les patients, c'est à gauche. Quand on définit c'est quoi la recherche, quand on définit le design de l'étude, la population, quand on pense aux résultats comparateurs ou les outils de rapportage pour les patients, c'est là que ça fait vraiment une différence pour les patients. Plus tard, c'est vraiment très affirmatif, mais ce qu'on entend souvent, c'est que peut-être qu'on pourrait utiliser un deuxième point de résultat parce que l'efficacité est comparable. Est-ce qu'on pourrait utiliser un instrument de rapportage basé sur les patients qui pourrait faire une différence sur, par exemple, la qualité de vie? Ben là, ce qu'on entend, c'est « Ah, ben il est trop tard, on aurait dû commencer plus tôt parce qu'on n'a pas cet instrument-là pour l'instant. » Mais OK, ben il n'y a rien d'autre qu'on peut faire à ce moment-là. Et c'est pourquoi l'impact est à gauche, mais la réalité, l'inclusion des patients est vraiment à droite. Alors ça, c'est un gros obstacle à surmonter. Et j'ai mentionné la qualité de vie et probablement, moi, je suis un peu biaisé là-dessus parce que moi, je suis un patient avec une leucémie myéloïde chronique. Quand j'ai été diagnostiqué en 2001, les traitements standards étaient pas très bons. On avait une mortalité de 50%. C'était avant que les traitements étaient approuvés. C'était pas très bien. Alors, tout le monde regardait la survie. Aujourd'hui, pour ceux qui ont accès aux traitements courants, la survie est proche de la population normale si on a accès au traitement diagnostique. OK, sinon, c'est aussi mortel qu'avant, mais avec ça, la qualité de vie veut dire quelque chose de différent. Alors, si on a aussi du succès avec la recherche, que personne n'a besoin de mourir par le cancer, mais ils ont besoin de vivre avec le traitement pour toujours, ben là, la qualité de vie, toxicité, une discussion très différente. C'est pour ça qu'on a aussi, à travers le continent, on a aussi fait beaucoup de travail sur les résultats basés sur les désirs des patients ou rapportés par les patients, mais à travers toutes les maladies. Alors, sur la qualité de vie, les mesures de résultats rapportés par les patients. Alors, j'ai mis 2 places ici en gras. Alors ça, c'est pour le design et à la fin, quand on arrive, l'interprétation des résultats rapportés par les patients, les résultats de qualité de vie, c'est quoi un changement significatif? Est-ce qu'un changement dans, par exemple, un score de diarrhée, est-ce que c'est un gros score pour la qualité de vie d'un patient ou non, ou la fatigue, ou la douleur, ou peu importe? C'est là où les patients vraiment rentrent en compte. Puis je l'ai surligné parce que c'est vraiment quand on veut vraiment améliorer l'engagement des patients
Aujourd'hui, on définit des études, puis on pense des résultats, puis ça, c'est déjà là, mais s'assurer que ça a un impact sur les décisions dans la réglementation, les approuveurs, les payeurs. Mais pour vraiment faire une différence là-dessus, on a aussi développé un article il y a quelque temps. Vous pouvez voir que les auteurs, c'est quelques personnes des États-Unis, d'Europe, du Canada, puis on voulait donner des instructions très pratiques si vous développez des mesures de résultats rapportés par les patients, comment inclure les patients. Et on ne demande pas de quelque chose complètement révolutionnaire de la façon que les PRO sont développés parce qu'il y a beaucoup de sciences, de méthodologie, ça doit être validé, alors on ne peut pas juste mettre tout à l'envers. Mais dans l'article, on décrit que si on rentre les patients dans le développement d'un nouveau PRO, c'est quoi la responsabilité du comité, puis c'est quoi la responsabilité des patients. Puis on voit le blanc en haut puis le gris en bas. Ça, c'est les responsabilités partagées entre les deux niveaux pour les PRO. Alors, je fais juste surligner certains exemples parce que ce sont des instructions pratiques pour les gens qui savent, OK, je veux inclure les patients, mais comment est-ce que je le fais? Et ça, c'est le gros avantage de 2022 parce que il y a 30 ans de méthodologie, de développement et d'outils et de toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, on ne devrait plus demander comment est-ce que je le fais ou pourquoi est-ce que je devrais le faire. On devrait juste demander où est-ce que je peux trouver comment en fait implanter ces choses-là. Mais naturellement, il y a un autre défi auquel on fait face depuis à peu près 10 ans parce que c'est super si on appelle pour l'engagement patient partout, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des patients qui sont entraînés, formés, qui comprennent le processus? Parce que naturellement, quand on discute un protocole, on ne peut pas inviter n'importe qui. Il faut des gens qui ont une idée de comment le développement fonctionne. C'est quoi un protocole d'essai clinique? C'est quoi la pharmacovigilance? Les bases de la statistique ou tous les processus de réglementation après la soumission des données. Alors, les gens ont besoin, les gens comme moi qui n'avaient pas cette éducation-là, ont besoin de comprendre comment la technologie du développement des médicaments fonctionne. Et ça nous a amené à l'Académie de patients européens, l'EUPATI, qui est un partenariat privé-public payé par la Commission européenne, un consortium de 30 institutions. Puis moi, j'ai coordonné ce projet-là pour le Forum des patients européens. Alors, on a fait des formations larges pour les patients pour qu'ils puissent comprendre le développement des médicaments et le processus de réglementation. Puis, on a formé 250 experts en Europe sur 60 champs thérapeutiques. On a des gens très bien formés, maladies rares, maladies communes, hématologie, neurologie, métabolique, peu importe. Et naturellement, 250, c'est pas assez. Alors, Eupathie continue naturellement. Mais de plus en plus de patients sont là. Ce qui peut en fait arriver, ils veulent pas devenir des scientifiques, mais juste être capable de discuter avec les scientifiques, les cliniciens, les chercheurs. Donc, c'est quoi une bonne étude et qui pourrait recruter, qui pourrait avoir des bons résultats, qui pourrait vraiment remplir les soins non comblés des patients. Alors ça, c'est juste une partie de l'histoire, le R&D, c'est une chose, mais on a aussi découvert que toutes nos organisations parapluies faisaient leur propre formation et éducation d'une certaine façon. Alors on faisait la même chose pour nos communautés, on faisait la formation, on formait nos défenseurs comment faire de la bonne gouvernance, comment bailler des fonds, comment adresser les problèmes dans les soins de la santé, comment faire des travails politiques. Et on a découvert que ça, c'est pas juste pour le cancer colorectal ou le mélanome ou la LCM. On a découvert qu'il y a beaucoup de terrains communs. Puis ça, c'est la raison qu'on a commencé le week-end. Parce on a décidé, on veut pas avoir un autre parapluie qui représente un autre groupe. On voulait avoir un réseau très utile d'organisations patients qui partagent les ressources et qui essayent de mettre tout ensemble que
normalement les autres, tout le monde ferait eux-mêmes. Alors vous voyez les quatre colonnes ici que nous on fait à l'académie. Alors maladie et soins, donc spécifiques à la maladie, différents pour colorectal versus LCM, mais le vert, bleu, rouge, jaune, c'est tous les points communs à travers les maladies. Alors on a eu des formations à travers l'Europe et on a été obligé de rendre ça virtuel à cause de la pandémie. Alors maintenant on a commencé un programme de formation électronique pour les défenseurs de droits aux patients qui s'appelle Maxis et vous pouvez l'accéder à travers le monde. Alors ça a été notre effort de formation pour augmenter la capacité parce que moi, je veux prendre ma retraite un jour. Je veux pas finir à 90 ans. Alors, on a besoin beaucoup plus de gens comme moi qui peuvent aller aux différents comités, travailler avec tous les différents chercheurs. Et c'est exactement pourquoi on a fait Eupathie et l'Académie Weekend pour vraiment pousser le nombre de gens qui savent ce qu'ils font dans la défense des droits de patients. Et un thème commun qui est arrivé dans les 2-3 dernières années, c'est la défense basée sur les évidences, sur les preuves. Alors, on peut défendre autant qu'on veut, mais ça crée des maux de tête après un certain temps. Alors, il faut avoir de la bonne données. Alors, nos opinions sont données basées sur des très bonnes données où on peut prouver notre point. Puis c'est beaucoup plus puissant que si on dit, ben j'ai entendu dans mon groupe patient que les gens ont de la diarrhée de grade 2 sur une certaine thérapie. C'est beaucoup mieux de dire, ben en fait, pour les 65 plus, 23% ont cet effet secondaire-là. C'est de la puissance, ça, parce que c'est là que les médecins et les gens qui font la réglementation commencent à écouter. Alors, on a développé un cours de 8 modules pour la défense basée sur les preuves, comment générer notre propre donnée, comment analyser les données, comment publier les données. Puis ça, c'est tout sur Maxis, l'Académie Weekend. Les gens peuvent s'entraîner sur comment utiliser tout ça. Et je dirais que par exemple, ce que la FDA a publié avec le PFDD et la pharma dans leur cadre pour les données, c'est que c'est extrêmement important de connaître en tant que défenseur des droits de patients, c'est comment est-ce qu'on génère nos propres études sur préférence patient, nos propres données de préférence patient, comment on peut engager dans la qualité de vie. Alors, on a eu plusieurs projets où, par exemple, en LMA ou leucémie acute, tout le monde pensait à l'efficacité puis la mortalité, qui avait très peu de couverture sur la qualité de vie. Alors, comment est-ce que les gens qui ne meurent plus de la maladie peuvent continuer à vivre et personne ne pouvait le dire? Alors, on a fait un questionnaire et on a généré des données solides. On a utilisé des choses validées dans le questionnaire pour avoir des vraies données basées sur des questionnaires validés. On a publié ces données-là, puis en ce moment, on est en train de présenter ça aux grosses conférences. Alors, ça, c'est de la défense basée sur des preuves. Alors, par exemple, les cancers digestifs en Europe font beaucoup de travail là-dedans aussi. Alors, ça ici, c'est où on est aujourd'hui. On voit, ça ici, c'est la carte de l'engagement patient. On voit la guidance, les activités d'amélioration de la capacité, de la formation, les essais cliniques. Alors, comment trouver de l'information sur les essais, l'accès. Ici, les sommaires à cause des changements législatifs en Europe. Les ententes légales, parce que si on travaille avec l'industrie, on a toujours des gros contrats que personne ne peut lire. Alors, naturellement, tout le problème avec la compensation. Alors, si on nous demande de travailler beaucoup sur un projet de recherche, on doit aussi être compensé, mais c'est quoi la valeur marchande pour les gens comme nous? Parce que vous payez pas un médecin, on paye quelqu'un avec un background complètement différent. Et là, ensuite, tous les problèmes avec la réglementation. Alors, ça, c'est de quoi a l'air la fleur. Il n'y a pas très longtemps, mais comme on dit, on est en 2022. Alors, c'est de là, comme ça que le cadre a l'air aujourd'hui. Alors, tous les outils, c'est des outils qui sont en ligne aujourd'hui et des organisations comme le Conseil,
PFMD, Eupathie, on a développé des outils fantastiques dans tous ces champs-là. Alors, si quelqu'un veut savoir sur la valeur marchande de leur temps, ou si les gens veulent savoir comment que veulent mesurer leur KPI pour la défense des droits ou l'engagement dans la recherche clinique, ou si vous regardez des formations, regardez PFMD ou Eupathie. Puis, je pourrais passer 1 heure expliquer tout ça, tout ce qui est là. Alors ça, c'est vraiment juste comme un peu un livre de recettes de tous les outils qu'on a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune excuse sur « Ah, je ne sais pas comment faire ça ». Faut juste faire la recherche et en fait appliquer les outils qui sont disponibles. Alors, c'est quoi les défis qui restent? Alors, naturellement, il y a des défis. Et en fait, si je commence avec celui en bas, le besoin pour plus de capacité, puis je l'ai mentionné, 250 personnes formées chez Eupathie. Ça sonne fantastique, mais si on pense 5000 maladies rares, 200 cancers, puis on parle même pas de neurologie, métabolique et toutes les autres choses, il y a tellement de maladies. Si chaque communauté a besoin d'au moins 2 ou 3 défenseurs de droits patients bien éduqués, bien formés, on a besoin d'encore plus d'eupathie. Alors, on a besoin de capacité et de bâtir la capacité. Puis en même temps, c'est tout à fait aussi important pour l'académique et l'industrie. Peut-être qu'ils ont les outils, mais ils ne savent pas comment l'implanter en cancer colorectal ou une autre maladie. C'est pour ça, avoir plus de capacité et de bâtir, c'est aussi important pour la communauté que ce l'est pour l'académique et l'industrie. Et ensuite, la fragmentation, vous voyez la diversité, comment plusieurs entreprises ou entités, alors il y a une fragmentation des communautés, mais aussi une fragmentation entre ceux qui sont complètement à jour sur la méthodologie, puis les gens qui n'ont même pas encore commencé, ce qui en fait élargit le trou entre l'efficacité de ces gens-là pour faire de la recherche centrée sur les patients. Alors, il y a aussi les nouveaux rôles pour les représentants de patients. Souvent, les gens sont bénévoles ou ils ont un autre travail ou en fait, ils sont malades puis ils peuvent juste pas performer de la façon qu'on pense qu'ils devraient. Et surtout, les compagnies s'attendent à ce qu'ils fassent. Alors, le nouveau rôle des représentants patients, c'est un défi. Surtout si on dit ça doit être des patients, ça doit être des bénévoles, mais tout le monde autour de la table est vraiment très bien payé, mais on s'attend que les patients deviennent bénévoles parce que là seulement vous avez... Alors j'ai beaucoup d'expressions que j'amènerai pas au webinaire, mais on doit repenser ça. Et là, toute l'idée d'avoir des jetons, ça c'est, on voit ça, on pense que c'est comme les patients sont juste dans le chemin, tout le monde. Alors, l'idée des jetons est encore très prévalent. Alors, il faut faire une différence là pour que ce que l'engagement patient amène a un impact sur les décisions est pris en considération quand les gens prennent des décisions. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, en sommaire, une chose que je voulais adresser, c'est que il y a des communautés très actives à travers les continents européennes, nationales. Il y a 30 ans d'évolution de défense des droits patients. Puis il y a tellement là. Puis l'esprit collaboratif est là. Les choses centrées sur les patients, l'engagement patient, c'est là. Mais si vous parlez au FDA, les autres réglementeurs, l'industrie, l'académique, tout le monde en parle. L'esprit collaboratif est là. Il y a aussi beaucoup de désirs institutionnels avec EMA, les stratégies et aussi le Parlement européen quand ils amènent les patients dans les consultations sur le plan contre le cancer en Europe. Il y a beaucoup de travail institutionnel. Alors, les cadres, les outils sont là pour Eupathie, PDFD. Alors, il y a comme des formes que les gens peuvent utiliser et trouver la capacité pour l'engagement est là parce que Eupathie forme d'autres organisations. Il y a beaucoup de formations pour les compagnies aussi et aussi PDFD, puis aussi des institutions dans l'académie. On augmente les activités pour former les jeunes oncologues
ou les gens qui travaillent dans l'académique. Et la seule différence, c'est de les utiliser. Ça n'aide pas de les avoir sur votre disque dur, il faut les planifier. Et ça, c'est probablement la chose la plus importante, c'est de toujours penser d'avance. Aucun plan de production passe d'aujourd'hui à demain. Pas Alors pourquoi ne pas planifier l'engagement patient dès le début et penser d'avance sur qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois demander aux cliniciens, quand est-ce que je dois demander les patients, quand est-ce que je dois demander les réglementations pour avoir les meilleures interventions et peu importe ce qui est possible de vraiment remplir les soins. Alors sur ce, de retour à toi, merci beaucoup. Si vous avez besoin de n'importe quoi, voilà mon adresse courriel. Yann, c'était extraordinaire. Puis j'ai vraiment apprécié la conversation que tu as amenée. Alors ça, c'est 30 ans de développement. Souvent, on pense que l'engagement des patients dans la recherche, c'est une nouvelle conversation, mais ce n'est pas. Alors, félicitations sur tout le travail que toi et ton équipe vous avez fait et pour amener vraiment ce que j'appelle des solutions pratiques, des recettes, je pense que tu as dit, pour, pour amener à la table. Alors, je vais juste poser quelques questions parce que la conférence est vraiment concentrée sur la perturbation et l'innovation. Je sais que l'Amérique du Nord peut apprendre de l'Europe. On est très curieux sur les patients qui sont mis en considération très tôt dans le processus. Alors, un de tes graphiques montre comment il y a de l'activité avec les patients qui sont amenés en phase 4, une fois que les produits sont amenés au marché. Alors, quelle sorte de conseils est-ce que tu peux donner sur amener les patients dans la conversation plus tôt, particulièrement dans les priorités de développement, de recherche, par exemple? As-tu de l'expérience? As-tu des études de cas que tu peux partager? Oui, certainement. Alors, naturellement, il y a beaucoup d'exemples dans les maladies rares parce qu'il n'y avait pas vraiment de ressources avant, il n'y avait pas vraiment de désir pour des nouvelles interventions. Puis souvent, c'est les parents ou les patients qui poussaient la recherche puis qui essayaient d'amener tout le monde à la table pour dire, OK, tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, j'ai appris beaucoup de la communauté des maladies rares pour ça. Alors, je veux dire, en général, c'est souvent un sujet de planification. Ce que j'entends, c'est que les gens disent, tu sais, on ne sait pas si ça va marcher, on a un biomarqueur, on a une idée, mais on ne peut pas vraiment dire si ça va fonctionner. Fait qu'on ne veut pas décevoir les patients. Mais je veux dire, on le sait. On sait que la recherche, ça peut faillir. Mais si on n'est pas là au début, on ne peut même pas essayer d'en faire un succès. Puis c'est pourquoi l'engagement est super. Puis si ça ne marche pas, on comprend. On est tout aussi triste que tout le monde, mais on doit être engagé. On doit faire partie à ce moment-là. Mais l'honnêteté qui disent on a de l'engagement précoce, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être on va discuter les choses tôt. Peut-être, mais on a un plan. Puis si ça fonctionne, voici les jalons auxquels on va travailler passer. Mais au moins, ils connaissent la recherche, ils connaissent les essais. Puis ça, c'est un bon engagement. Oui, la planification, c'est un bon mot. Puis je pense que c'est un concept très simple. Alors, je vais terminer sur une dernière question, si ça ne te dérange pas. Je suis impressionné au niveau de collaboration. L'engagement des différents joueurs et l'habilité de rallier les communautés. Alors, c'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous avez amené autant d'engagement de tellement de personnes et comment est-ce qu'on peut apprendre de ça? Spécifiquement pour le marché canadien, mais même juste l'engagement pour la communauté en cancérologie, c'est un grand défi. Je veux dire, comment dire qu'il y a une recette générale pour ça? C'est important de probablement donner le pouvoir aux gens et prendre un bon sens de ce que les gens peuvent faire bien et donner-leur le pouvoir. Peut-être sont intéressés dans la recherche, mais ils veulent pas aller s'asseoir autour d'une table et faire le travail
le social. Puis ça, c'est correct. Amenez-les dans la recherche. Mais moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de trouver c'est quoi l'intérêt des gens. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se réveillent la nuit pour essayer de faire une différence. Puis ça, c'est la chose importante. Puis, oublier la compétition. Parce que notre business, c'est de partager puis de pooler nos ressources. Puis on le sait qu'avec toutes les organisations, il y a comme une compétition perçue, surtout pour les fonds, les choses comme ça. Mais je pense que la recette secrète, c'est toujours de ne pas être compétitif puis d'essayer de donner le pouvoir aux gens puis d'être en source ouverte. Puis ça a aussi été un instrument avec Eupathie parce que tout est à source ouverte. Tout a été créé dans des licences ouvertes, puis ça devrait pas être protégé. Parce que c'est quoi l'utilité d'un PDF que personne peut éditer avec des images qui peuvent pas être réutilisées parce qu'ils sont la propriété d'agences, que tout soit de source ouverte. Puis ça a été une des plus grosses forces d'Eupathie, c'est qu'on a vraiment ouvert les sources de tout. Merci beaucoup. Je sais qu'on peut parler pendant encore 1 heure, mais ce qu'on veut faire pendant la conférence, c'est aussi offrir quelques liens pour les ressources Eupathie, certaines ressources en Europe. Merci beaucoup, Yann. Je sais qu'on a une grande différence entre ici